Très bien, merci beaucoup Louise et Nicolas pour vos présentations que vous aviez enregistrées au préalable. Ils ont demandé bien sûr du travail. Merci également pour avoir donné un cadre de réflexion sur la façon de stimuler l'élimination du CO2 en donnant des suggestions et des idées sur la manière d'élargir à grande échelle ces technologies de façon à ce qu'elles soient acceptées par la société et sans réduire pour autant les efforts de réduction des émissions, qui est le plus important car en fin de compte, nous devrons faire face à des émissions résiduelles et également pour atteindre des objectifs d'émissions net zéro et puis d'émissions négatives dans la deuxième moitié de notre siècle. Mon collègue Michael Tenson nous va aider à gérer les questions qui arrivent. Donc, nous allons passer à la première question qui me paraît très intéressante. Vous proposez de fixer deux objectifs différents et indépendants. En quoi cela serait-il plus juste et transparent que de simplement avoir un objectif d'émission net zéro? En Suède, par exemple, ils fixent dans leur objectif d'émission net zéro la part qui doit être atteinte par la réduction et jusqu'à quel point on peut avoir recours à l'élimination du CO2 de l'atmosphère. Donc pourquoi avoir deux objectifs serait-il plus transparent et plus juste? Qui veut répondre? Nicolas? Merci, bienvenue à nouveau, en direct, sûr. Et merci donc pour la question. Il me semble que la Suède est un bon exemple de la façon de pouvoir définir deux objectifs distincts et je crois que c'est une étape vers la transparence. Mais ceci dit, je crois que ce n'est pas une très bonne chose de prétendre que l'on est neutre en carbone donc, car cela peut donner la sensation que l'on compense des émissions, ce qui n'est pas certain. Donc, il faut séparer les deux objectifs pour qu'ils soient bien clairs, qu'il faut miser sur les deux. Sur ces deux solutions. Le plus important à mes yeux, c'est qu'on ne peut pas prétendre d'être neutre du point de vue climatique ou des émissions de carbone. Autre question pour Louise. Ce sont comme plusieurs questions réunies sur les différents types de technologies pour éliminer du CO2 de l'atmosphère. Et donc, comme vous l'avez dit dans la présentation, comme la restauration des écosystèmes ou les solutions marines, par exemple de cultiver des algues, et ce type d'options. Donc, pourriez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas intégré ces solutions et si elles sont similaires à certaines de celles dont j'ai parlé? Merci beaucoup. Quand nous avons envisagé cette présentation, nous avons mentionné certains exemples concrets de techniques d'élimination du CO2, mais il était impossible de glober toutes ces approches disponibles, toutes les approches disponibles. Tout ce qui a été dit dans la question est effectivement très pertinent et il est clair qu'il y a certaines similitudes avec d'autres types de technologies, mais il faut souligner que les options d'élimination du CO2, les options marines, sont un petit peu différentes du point de vue scientifique et pour l'environnement et du point de vue politique. Et il y a des aspects dans lesquels nous n'avons pas abordé dans cette présentation, mais qui supposent d'autres défis, car cela se fait dans des espaces internationaux et cela a de très grandes conséquences sur la façon d'interagir des écosystèmes. Donc, il est important de voir comment nous pouvons fournir différentes alternatives et solutions et d'une façon générale, tout en sachant que chacune des techniques séparées va avoir besoin de mesures concrètes. Autre question intéressante qui a trait aux objectifs de neutralité en termes de carbone et d'atteindre un niveau d'émission net zéro. Il y a une normative développée au Royaume-Uni et l'Organisation internationale de normalisation prépare également des normes sur ceci, c'est-à-dire il y a même des entreprises commerciales qui misent pour un objectif de niveau d'émission net zéro.
C'est non, n'est-ce pas? Nicolas, je suis volontaire pour répondre à cette question. Oui, il est clair qu'il y a actuellement des activités qui sont menées par des entreprises pour leurs produits et donc qui se targuent d'être neutres en termes d'émissions de carbone. Il y a des pays aussi qui sont engagés dans ce processus, mais nous ne sommes pas favorables à cette tendance. Il y a 10 ans, quand il n'y avait pas encore l'accord de Paris, ceci était suffisant, c'est-à-dire de traiter d'atteindre la neutralité en termes du climat et servait à quelque chose. Il s'agissait d'atteindre, d'avoir le plus grand résultat en faisant le moins. Mais maintenant, l'accord de Paris fixe le besoin de réduire les émissions de façon drastique et il va aussi avoir recours aux alternatives de l'émission du dioxyde de carbone. Il faut donc faire les deux choses et la situation est très différente de celle que nous avions il y a 10 ans. L'objectif fixé par l'accord de Paris est de limiter le changement climatique en dessous des 2 degrés, c'est-à-dire vers le 1 degré. Et pour ceci, il nous faut à la fois réduire les émissions et éliminer du CO2 de l'atmosphère. On ne peut pas compenser une chose avec l'autre. On n'est plus dans le protocole de Kyoto. On est dans une situation différente. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui demandent comment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques peut aborder ces questions. On pourrait penser que dans ce cadre, il serait possible d'imposer certaines approches similaires. Que pouvez-vous nous en dire? J'ai besoin d'un ou d'une volontaire pour répondre à cette question. Louise? Merci beaucoup. Imposer un objectif d'atteindre un niveau d'émission net zéro me plairait beaucoup en tant que scientifique et analyste, mais je crois que c'est difficile. Je ne vois pas que ce soit une option réaliste dans la Convention cadre des Nations Unies, mais il y a d'autres forums de négociation internationale où ils ont mise de plus en plus pour atteindre un niveau d'émission net zéro et j'espère que cela va prendre de plus en plus d'ampleur, mais l'important n'est pas simplement que ce soit un objectif d'atteindre zéro émission nette, mais également de savoir ce qui se cache derrière ce niveau net zéro pour que certains pays ou tous les pays puissent finalement atteindre cet objectif en réalité, mais pas simplement en parole. Je ne sais pas si Nicolas veut ajouter quelque chose sur la façon de ce qu'on peut obtenir dans les négociations internationales. Je veux simplement ajouter qu'il y a une initiative dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été lancée par les défenseurs et qui s'appelle la course vers le zéro. Et elle fixe des critères sur les objectifs adéquats d'émissions nettes zéro. Et elle reste un petit peu ambiguë sur les compensations, mais c'est un exemple de la façon dont on peut non seulement négocier ou débattre dans la Convention cadre des Nations Unies, mais également d'entreprendre certaines mesures, de fixer des normes claires, par exemple sur les objectifs de niveau zéro, net zéro, et elle peut fonctionner ou pas. Il y a une autre question qui a trait aux interactions ou peut-être à la création de ces conclusions sur l'élimination et les réductions des émissions et sur le fait que nous avons besoin de stimuler l'application à grande échelle de technologies d'élimination du CO2 et qu'il faut le faire rapidement. C'est-à-dire qu'en tenant compte des différentes hypothèses sur les profils d'évolution des émissions, comment peut-on faire le lien entre ces besoins d'aborder l'urgence climatique avec une grande ambition de réduction des ambitions et aussi de l'associer avec une grande ambition sur l'élimination du CO2.
Quand nous avons commencé à étudier ces questions, nous avons vu qu'il fallait une rapide réduction des émissions et en plus de l'émission du CO2 de l'atmosphère, et qu'il fallait le faire rapidement, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux choses, non seulement une. Et la question est qu'on ne sait pas comment appliquer à grande échelle l'élimination du CO2 pour pouvoir atteindre les deux objectifs fermement, rigoureusement et rapidement, c'est-à-dire réduire les émissions et éliminer du CO2 de l'atmosphère. Et l'objectif principal est toujours de réduire les émissions, donc c'est par là qu'il faut commencer. Mais nous devons examiner des façons de créer des incitations pour faire les deux choses et pas simplement l'une. Louise ? Je crois qu'il est important que si on fixe des objectifs différents pour la réduction et pour l'élimination du CO2, il faut qu'il soit clairement dit qu'on a besoin des deux choses et qu'on ne peut pas avoir recours à l'un ou à l'autre comme méthode alternative. Merci beaucoup. Dans vos présentations, vous avez expliqué que finalement il fallait voir d'où venaient les incitations financières, et vous disiez qu'on pouvait par exemple utiliser des revenus de la taxe carbone, entre autres. Quelles sont les solutions alternatives à cette taxe carbone? Comment peut-on faciliter un dialogue pour qu'il y ait un investissement dans ces technologies? Quelle forme distincte avons-nous à notre disposition au-delà de la simple taxe carbone ou autre? Qui veut commencer? Louise, c'est à vous. Oui, c'est une question que nous avons largement abordée en faisant notre étude, et c'est une question qu'il faut examiner plus en détail. Il est clair que la taxe carbone ne peut pas être la seule source de revenus. Et il faut se demander qui apporte le financement. Au niveau national, par exemple, les revenus peuvent provenir de différentes options, et on peut demander quelle est la meilleure façon d'utiliser les ressources obtenues, par exemple, de la taxe carbone. Est-ce qu'il faut investir dans l'absorption de CO2 ou alors investir dans des options d'atténuation? Il y a d'autres impôts qu'on peut aussi utiliser en les mettant comme des priorités nationales. Et il faut souligner que bien que nous ne croyons pas que la compensation en tant que telle soit une façon adéquate de financer l'élimination du CO2, eh bien, cela ne veut pas dire que les pays ne doivent pas contribuer à financer ces technologies. Comme le disait Nicolas, il y a des entreprises qui, sans se targuer d'avoir atteint la neutralité carbone, apportent une contribution volontaire et directe pour financer ces technologies de décès. Et il peut y avoir d'autres sources de revenus. Dans l'une des diapositives, nous avons montré que le financement est important, mais que ce n'est pas la seule chose dont on a besoin pour faciliter l'élimination du CO2. Il faut également les mesures et les politiques adéquates, et il est fondamental de garder cela à l'esprit, car le financement ne suffit pas pour atteindre les objectifs. Il faut également des règlements, il faut des normes, un financement des études de recherche également. Et un financement pour pouvoir élargir le décès, et ces questions sont de plus en plus importantes. Si vous me permettez, j'aimerais ajouter que cette question est très importante, car il y aura toujours besoin d'un type de soutien à ces technologies. Et le but principal de ces technologies, c'est d'éliminer du CO2 de l'atmosphère, mais il n'y a pas d'autres types de bénéfices communs. Alors qu'avec des options d'atténuation, il y en a. Par exemple, quand on a décidé d'appuyer les énergies renouvelables, il y a eu un développement qui fait qu'aujourd'hui, souvent, ces technologies sont plus économiques que
des sources d'énergie polluantes, mais ceci ne va pas se passer avec les techniques de décès. Donc, il va toujours avoir besoin d'un type d'incitation financière, et je crois que c'est vraiment fondamental et que cela doit être résolu. Nous avons maintenant deux questions qui ont trait à deux moments différents de notre siècle. Voici la première. Vous fixez un nouvel objectif que la société devrait atteindre. Comment faire en sorte que ce nouvel objectif fasse bon ménage avec les nouvelles limitations dans le cadre de la récession économique que nous sommes en train de vivre? Et deuxième question, projetons-nous en 2075. Donc, nous avons déjà atteint le niveau d'émissions net zéro négative. Comment fonctionnerait le financement dans un contexte où déjà nous obtiendrions simplement une absorption du CO2 qui est équivalent aux émissions négatives? Vous considérez que la situation peut changer quant à la phase de réduction, ou est-ce que cette situation serait la même? C'est-à-dire, tout d'abord, comment faisons-nous face à ce nouvel objectif dans le cadre de la récession économique, et quelle serait la situation du financement en 2075 si nous éliminions alors plus de CO2 de celui que nous émettons, que ce soit 0 tonnes ou 50 ou 500 gigatonnes. Donc, mais nous serions dans un niveau négatif d'émissions. Donc, qui prend le relais? Bon, Nicolas, je crois que c'est à vous. Bon, je réponds à la première partie et Louise répondra à la deuxième. Oui, il est clair que la situation actuelle provoquée par la Covid-19 implique une situation très particulière où les gouvernements et les entreprises doivent faire face à une récession économique sévère. Par ailleurs, les gouvernements injectent de très grandes sommes d'argent pour stimuler l'économie. Et donc, cela crée une opportunité d'utiliser cet argent afin de faciliter la reprise économique, tout en posant les bases d'un futur moins polluant et sobre en carbone. C'est-à-dire qu'il faut utiliser cette reprise économique, ces mesures de stimulation, pas simplement pour générer des activités économiques, mais aussi pour développer, par exemple, des technologies alternatives à l'EDC, comme par exemple planter des arbres. Et je pense que c'est toujours un bon investissement, car on aiderait le climat et tout en créant des postes de travail. Donc, on pourrait utiliser les nouvelles activités économiques pour éliminer du CO2, ça, c'est à court terme. Donc, certes, ce sont des mesures à court terme, mais qui contribueraient à mieux nous préparer pour réduire ces objectifs, pour atteindre ces objectifs de réduction de CO2 qu'il faut atteindre. Je crois que le lien évident est que les investissements à court terme vont également avoir des avantages à long terme, car le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, et donc plus vite on va réduire les émissions et moins lourd sera le fardeau qui pèsera à l'avenir. C'est pourquoi toute chose que l'on fait aujourd'hui va avoir des conséquences énormes à l'avenir et pour l'élimination du CO2. Et il est important de voir ce que nous faisons dans cette situation, et je crois que la deuxième partie de la question est également très importante, car la situation sera plus compliquée quand il y aura plus de CO2 qui sera éliminé que de CO2 qui sera émis. Et je crois que donc la clé, c'est que il sera plus cher alors d'émettre du CO2 que de l'absorber de l'atmosphère. Et cela va dépendre des mesures et des politiques que nous allons prendre dans les décennies à venir. Donc, il est fondamental d'aborder ce débat dès aujourd'hui, car la tarification et les politiques d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 50 ans, par exemple. Et donc, ça ne va pas demander les mêmes besoins quand l'accent sera mis sur l'atténuation que quand l'accent sera mis sur le niveau d'émission zéro. Donc, il faut vraiment en parler, continuer à en parler. C'est peut-être pas ce qui est le plus important maintenant, mais il faut en parler.
Merci. Donc, je vous rappelle comment fonctionne notre session de questions-réponses. Vous devez envoyer vos questions dans la section de questions-réponses de cette plateforme. Nous faisons tout notre possible pour y répondre. Nous les regroupons lorsqu'elles présentent certaines similarités. Et nous ne pouvons donc pas répondre à toutes les questions, mais ça ne veut pas dire que nous les écartions, car nous les envoyons à nos experts et elles peuvent leur servir de base de réflexion. Et qui plus est, nous les utilisons dans des activités comme notre Campfire Chat. Et j'en profite pour vous dire que nous avons bientôt une autre session de questions-réponses dans le cadre d'un webinaire qui va bientôt être organisé. Donc, autre question. Quel est le rôle que joue l'adaptation? Par exemple, que se passe-t-il avec la concurrence qu'il peut avoir dans l'affectation des terres, l'utilisation de l'énergie ou même dans le développement durable entre l'atténuation, l'adaptation et l'élimination du CO2 dont les objectifs peuvent être entrés en conflit? Qui veut répondre? Louise? Oui, c'est une question très intéressante. Il est vrai que nous ne sommes pas appesantis sur ces thèmes dans ce webinaire, mais ce sont des thèmes importants, quoi qu'il en soit. Et il faut donc savoir très bien quelles sont les conséquences négatives de chacune de ces technologies. Et nous misons aussi sur les options qui sont de nature plus biologique, comme nous l'avons vu dans la présentation. Une forme qui nous permet d'aborder cette question, c'est en étant conscient qu'il n'existe pas une seule alternative pour éliminer du CO2 de l'atmosphère et donc de miser sur un large éventail de possibilités ou de solutions va permettre d'éviter que s'exerce une pression excessive sur un système déterminé. Et quoi qu'il en soit, il faut bien étudier quelle est la situation en termes géologiques, géographiques et politiques pour pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait pas une concurrence avec d'autres objectifs qui sont de développement durable, par exemple. Et c'est également quelque chose d'important pour concevoir des systèmes de soutien aux technologies d'élimination de CO2 pour éviter des incitations perverses. Donc c'est pour ça qu'il ne nous semble pas que le mécanisme de compensation est le plus adéquat, car il peut déboucher sur certaines initiations perverses par le biais desquelles on génère des revenus pour une activité qui élimine du CO2, mais qui finalement a des conséquences négatives sur différents écosystèmes ou sur les populations locales. Donc, ce sont beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Nicolas? Non, je n'ai rien à ajouter. Je répondrai à la question suivante. La question suivante a trait à la façon de financer. Existe-t-il un fonds international pour l'élimination du CO2 comme il en existe pour des initiatives qui comptent avec l'appui des contributions des pays pour pouvoir financer de la recherche et le développement en la matière? C'est à moi de répondre. Ben non, il n'y en a pas. Dans l'article que nous avons écrit et que nous avons publié, nous nous sommes rendus compte qu'il y a différentes approches pour financer des programmes de recherche de la part des pays. Il y a également des entreprises qui apportent de l'argent à des initiatives ou qui appuient certains projets étayés par des gouvernements. C'est-à-dire qu'il y a des processus très dispersés et il faudrait peut-être avoir une approche plus coordonnée pour pouvoir rassembler les connaissances qui sont acquises et savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et divulguer ces connaissances pour que ceux qui font des recherches en la matière puissent en profiter également. Et donc, il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Je crois que la réponse à la question suivante peut être similaire, mais vous avez peut-être des choses que je ne sais pas et que vous voulez ajouter. Donc, quelle incitation faut-il pour que le secteur financier s'implique dans l'investissement de ces technologies? Vous avez parlé de normes et de règlements, mais je ne vais pas parler à votre place. Je ne sais pas si Louise ou Nicolas veulent dire quelque chose. Nicolas, si tu as déjà la réponse, vas-y.
Bien, je crois que le secteur financier fonctionne comme tout le reste, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un mécanisme de soutien pour que ces technologies deviennent une réalité, pour que ceux qui mettent en route des projets puissent disposer du financement nécessaire et que les ingénieurs puissent faire leur travail. Nous avons donc besoin d'un mécanisme d'incitation financière qui peut être obtenu de différentes formes, comme nous l'avons dit, mais que ce soit que ce mécanisme peut être élargi pour financer ces technologies. Et donc l'heure est venue, et d'ailleurs il y a un moment que nous avons besoin de ces mécanismes d'incitation pour que l'élimination du CO2 soit une réalité à grande échelle. Nous avons besoin de redoubler d'efforts en la matière. Il y a une question des participants, je veux la formuler correctement. Alors, étant donné que les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto et qu'ils ont pris leur distance par rapport à l'accord de Paris, qu'en est-il de l'engagement de financement de 1000 milliards qui devait donc de dollars qui devait financer le climat et qui se sont à peine une réalité, car il n'y a que 10% qui sont une réalité. C'est-à-dire comment faire face à cette réalité, quelles sont les conséquences que cela va avoir pour pouvoir atteindre l'objectif d'un réchauffement climatique de 1,5 degré. Et qu'est-ce que cela implique pour les mesures d'élimination du CO2 dont on va avoir besoin? Je ne sais pas si ça s'applique simplement aux États-Unis, mais aussi à d'autres pays. C'est-à-dire que c'est une question plus générale et je ne crois que ça ne concerne pas simplement l'élimination de CO2, mais aussi l'atténuation. Il faut prendre en compte que les États-Unis ne sont pas un bloc homogène, il y a différents outils et si le gouvernement fédéral a laissé tomber, mais là, il y a d'autres États qui sont encore engagés, des villes qui sont engagées dans ce processus et qui vont dans la bonne direction. Dans la présentation, nous avons vu qu'il y a certaines parties prenantes, certains agents qui sont à l'avant-garde. Il y a des entreprises, des pays qui avancent plus rapidement que d'autres. Donc, on ne peut pas demander à tous d'aller au même rythme. Certains, comme vont aller plus vite et avec un peu de chance, ceux qui sont à la traîne atteindront le niveau de ceux qui sont plus avancés à un moment donné. Donc, il est fondamental d'atteindre une masse critique qui fera en sorte que ces objectifs seront atteints. Louis? Oui, quand on étudie les profils d'évolution pour atteindre un objectif de degré, il y a également recours à l'élimination de CO2 dans ces profils, et donc il faut garder à l'esprit que tout est important, tout compte. Si nous obtenons un objectif de 1,5 au lieu de 1,5, ce serait aussi un bon objectif. Donc quoi qu'il en soit, nous avons besoin de miser sur l'atténuation partout dans tous les pays et à court terme pour moins dépendre de l'EDC à long terme. Nous sommes arrivés à la fin de notre session de questions-réponses. Merci beaucoup nos experts et à nos participants pour avoir envoyé des questions si intéressantes qui ont semé des petites graines pour de futures réflexions. Il y a un commentaire de participants que je veux mentionner. Ils nous disent qu'il n'est pas possible de voir qui participe à la question de session-réponse car tout le monde ne s'est pas inscrit avec son nom. Donc, comme nous avons la liste des participants, je vais demander à mes collègues si nous pouvons faire quelque chose pour nos futures activités dans ce sens. Apparemment, il n'y a pas de questions urgentes dans notre rubrique de questions-réponses. Michael me dit depuis un moment que nous devons conclure notre session. Je sais que nos invités doivent maintenant assister à d'autres réunions. Donc, si vous avez plus de questions, nous vous incitons à assister à la prochaine session de questions-réponses qui aura bientôt lieu. Merci beaucoup à tous pour avoir participé. Bonne journée, bonne nuit ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes. À bientôt, merci.